3 dièses à la clé, en compagnie de Maurice Détière. Avec Christophe Bruls à la technique, bonjour et bienvenue dans 3 dièses à la clé. Nous retrouvons aujourd'hui David Daoud, peintre, dessinateur et sculpteur franco-libanais, qui nous fait l'amitié de partager avec nous autour de la peinture et de la musique. Alors, bonjour David Daoud et merci d'avoir à nouveau répondu à l'invitation de 3 dièses à la clé. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'harmonie. Tout à fait. Alors l'harmonie dans l'art, que pourrait-on en dire? Comment pourrait-on la définir? En musique, en fait, l'harmonie, c'est déjà c'est des accords qui est agréable à l'œil. Et comme on commence par exemple, un accord se commence par 3 tons. Oui. 3 tons, trois sons qui va faire qu'il y ait une harmonie ou un accord. L'harmonie, un accord, c'est pareil. Et dans ce qui est agréable, en fait, dans la vie de tous les jours, ce qui est agréable, c'est que l'harmonie, il peut y avoir une harmonie sur tous les sens, en fait. Tous nos sens vont jouer sur une certaine harmonie. On a l'harmonie visuelle, qui est la peinture, ou des choses agréables à l'œil, en fait. Ce qui est agréable, c'est ça, l'harmonie. Dans un son, c'est quand on marche dans la rue et on entend, par exemple, des oiseaux qui sont sur des fils électriques qui sont en train de communiquer, de chanter. C'est harmonieux. Un restaurant, on va manger un plat, avec toutes ces saveurs qui sont complètement enveloppées d'une dominante de saveurs, qui est un plat principal. C'est de l'harmonie. On retient. En fait, c'est ce qui va en sorte que la mémoire va retenir cette saveur, ce qui est agréable. C'est ce qui va faire en sorte que notre mémoire va retenir quand on s'en va quelque part. C'est ça. C'est l'harmonie. C'est l'effet des choses, l'effet visuel, l'effet de la sensation, du goût, etc. C'est ça l'harmonie, en fait. C'est ce qu'on retient. Et C'est une expérience émotionnelle qui est liée à l'esthétique, à la beauté. c'est une expérience, qui dit harmonie dit esthétique, qui dit esthétique dit beauté. Et la beauté, il faut la déchiffrer, il faut la complètement décortiquer, en fait. C'est pour ça que parfois, souvent, les artistes ou les musiciens, on va aller sur ce deux terrains, c'est dans le sens où de la musicalité, les phrases musicales qu'on entend, c'est que souvent les jeunes artistes qui composent, ils déchiffrent le contrepoint, les phrases musicales. Ils essayent de déchiffrer en mettant déchiffrer l'accord principal qui fait faire en sorte l'harmonie. Et en peinture, c'est pareil. C'est quand un jeune peintre qui commence à dessiner, il est virtuose dans le dessin, ça suffit pas. Il faut savoir composer. Ce qu'il va faire dans la composition, c'est l'harmonie aussi. Donc dans la composition, il y a l'harmonie de la forme. Point de vue esthétique, et point de vue esthétique aussi visuellement, ce qui est agréable à l'harmonie des couleurs. Et en peinture, c'est essentiel. L'harmonie des couleurs, elle est essentielle pour comprendre la combinaison. C'est pour ça qu'il y a des termes techniques. Il y a des tons rompus, des demi-tons, etc. Parce que pourquoi il existe des termes rompus? C'est pour que la mémoire puisse enregistrer cela. Sans termes, on va faire n'importe quoi. On ne va pas retenir. Grâce à des termes ou à des qualifications d'un sujet ou quelque chose comme ça, la mémoire va restituer, va encore chercher au plus loin. Tiens, le demi-ton, c'est ça. Le demi-ton, c'est le ton rompu, c'est ça. Le ton rompu, c'est un ton local de l'objet, mais qui est atténué par des mélanges, en fait. Plus il y a la couleur pure qui existe, et la couleur de l'image, de ce qu'on voit, du sujet. Mais quand elle est rompue, elle est altérée par les effets du clair-obscur qu'on a parlé d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des termes techniques qui font qu'en peinture, c'est essentiel. Sinon, on n'a pas de code de route sans cap. Il faut des codes, en fait. C'est comme quand on a une voiture, quand on apprend le code de la route, chaque chose, le volant, la conduite, il y a un code de route. Visuellement, il y a le champ visuel.
l'embrayage, etc. Et c'est pareil dans toute science qui est la peinture, la musique, etc. Il y a une théorie de l'harmonie? La théorie de l'harmonie, c'est des accords. Oui, il y a une théorie de l'harmonie, il y a une base, même pour ceux qui ne savent pas peindre du tout, qui démarrent. Souvent, le professeur profite pour déjà apprendre à faire des dégradés du plus clair au plus sombre, apprendre la manière de rendu clair-obscur, c'est-à-dire 3 tons dans la lumière, 2 tons, 2 ou 3 tons dans la lumière, 2 ou 3 tons dans l'intermédiaire et 2 ou 3 tons dans l'ombre. D'accord. Sur une couleur. Donc à partir de l'harmonie, souvent le professeur préconise de chercher les verts, chercher les verts, chercher les oranges, les couleurs orangées et les verts. Pardon, je répète les verts et les verts. Chercher les verts, chercher le violet, etc. Par 3 couleurs, qui est le jaune, qui est le rouge, qui est le bleu. Grâce à ces 3 couleurs, on essaie de combiner une harmonie. C'est-à-dire que les brins se fabriquent, par c'est un violet avec du jaune. Ça dépend si on veut un jaune froid ou un violet froid ou un violet chaud. Le violet froid, c'est un violet qui va vers le bleu. C'est souvent l'outre-mer, les dérivés de l'outre-mer un peu plus rouges. Et après, on a des verts froids et des verts chauds. Des verts qui tirent vers le jaune. Tout ce qui est couleur chaude, ça tire vers le jaune, l'orangé, etc. On sent une chaleur. Et tout ce qui est vers le froid, on sent plus la froideur des choses, la froideur du ton, etc. Donc, dans l'harmonie, c'est comme ça qu'on fabrique, par exemple, un tableau. C'est quand on essaye de faire très peu de couleurs, de faire ses propres mélanges, automatiquement, c'est agréable à l'œil. Il n'y a pas trop de différence. C'est qu'en fait, l'harmonie, c'est ce qui va en sorte que ça soit vraiment une certaine esthétique qui ne dévie pas vers l'extrémité ou les tendances extrêmes, qui fait en sorte que ça n'a rien à voir avec cette surface, ce qui est dedans, en fait. D'accord. Vous voyez ce que moi j'arrive à C'est relié à une certaine unité, quelque part. Il y ait une certaine unité, voilà. Donc, c'est quand on s'habille, on essaie d'accorder. C'est des accords, en fait, plus ou moins. Donc, et dans une surface. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. C'est ce qui va faire en sorte qu'il y ait un esthétique, un esthétique, et puis la mémoire va faire en sorte que cette esthétique va faire en sorte qu'il se transforme en beauté, parce que c'est la mémoire qui fera la beauté. Que c'est toute une affaire de mémoire, en fait. En fonction du sujet que vous souhaitez peindre, je vais dire, on va privilégier certaines couleurs. Oui, en fait, quand il y a le clair-obscur, on sait que le clair-obscur, ça demande un relief. Donc, il y a plusieurs teintes. Plus il y a des teintes, plus il y a une certaine harmonie qui se crée. Par exemple, si on prend un bleu sur une surface, ok, on va voir un bleu, c'est un beau bleu, mais en fait, ce qui va le donner, ce qui va faire en sorte qu'il y ait une musicalité dedans, c'est qu'il y ait plusieurs teintes dans ce bleu, en fait, différentes. Donc, des bleus plus sombres aux bleus plus clairs. Et des bleus plus ou moins rompus. C'est ce qui va faire souvent l'abstraction, elle joue sur ça, en fait. C'est parce qu'en fait, l'abstraction, c'est plutôt mathématique. Que y a aussi le sentiment de la certaine spiritualité, ce qu'on ressent du corps, etc., ce qui va faire en sorte que ce soit transcendant. La transe de l'artiste qui va jaillir toutes ces émotions sur la toile. Donc ça, ce qui est spirituel, en fait, ce qui est en osmose. Mais il y a aussi ce côté un peu mathématique, des combinaisons de beauté, de critères de beauté, avec des termes
des termes techniques qui fait en sorte que c'est essentiel qu'il y ait plusieurs tons, plusieurs accords, qu'il y ait l'illusion du clair-obscur, même s'il n'y en a pas, si c'est de l'abstraction. Et si c'est figuratif, faut que le clair-obscur, faut qu'il y ait faut que les formes aient un clair-obscur, en fait. C'est ça. Et donc, on parle d'un bleu, il y aura par exemple des bleus sombres, des bleus clairs, il va y avoir des bleus un peu plus grisâtres. Ça va faire en sorte que le fait qu'il y ait un bleu rompu va donner un peu plus de contraste, va faire en sorte de certaines vibrations du bleu, en fait. Plus il y a des teintes, plus c'est agréable à l'œil, en fait. Parce que dans un bleu, dans un tableau bleu abstrait, il faut qu'il y ait en fait des références sur la nature, ce qu'on ressent de la nature, ce qu'on est même, ce qu'on connaît de la nature elle-même. Parce que la nature, c'est notre mère, on est né dans celle-ci, et puis on a l'habitude de la voir. Donc on a une certaine... Elle est esthétiquement très belle. C'est ce qui fait en sorte qu'elle est... Bon, il y a le mot belle, beau, etc. Oui. Mais si on doit créer des choses, il faut que cette création soit sœur à ce qu'on connaît déjà. C'est ça, qu'il y a une référence. C'est une référence. Donc, la nature par elle-même, elle est esthétiquement belle, etc. Et notre création doit supposer plus ou moins rentrer dans le même pas que celle-ci, en fait. Plus ou moins. Même si l'art est très difficile, mais on doit s'approcher le plus possible. On essaye de déchiffrer la nature par des codes de route, par des terminologies, pour qu'on puisse restituer ce qu'on peut faire en art. C'est ça. Dans un tableau, etc. Et justement, Pierre Bonnard disait « Si c'est harmonieux, ce sera vrai ». Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, c'est facile de faire harmonieux. C'est ce qu'il y a de plus facile. Parce que c'est de la technique. Oui. L'harmonie, quand on a combiné, mais maintenant, cette terminologie, elle appartient à Pierre Bonnard, comme d'autres. Cette phrase appartient à Pierre Bonnard, comme elle pourrait appartenir à Degas, à Picasso, etc. Chaque artiste a fabriqué son esthétique. Donc, il y a l'harmonie qu'on connaît, qu'on saura faire, un accord de 3 couleurs, 3 teintes, qui fait que c'est le début de l'harmonie. Donc, et plus qu'il y ait plus on ressent le clair-obscur dans cette couleur, avec 2 teintes, 2 ou 3 teintes dans la lumière, 2 ou 3 teintes dans l'ombre, dans la mi-teinte, c'est la moitié, et 2 ou 3 teintes dans l'ombre, on est complètement dans l'harmonie, en fait, des couleurs. Oui. Sachant que toute la base de l'harmonie se base sur des teintes qui se chevauchent, qu'il y ait une consonance d'un effet agréable, en fait. C'est ça. Voilà. On parle aussi parfois de valeur des couleurs. C'est ça l'harmonie, c'est les dégradés. Les valeurs de couleurs, c'est-à-dire qu'il y ait du clair-obscur. Dans le clair-obscur, il y a les valeurs, des nuances, des contrastes. C'est ce qui va faire le modeler, s'il y a une forme en volume. Oui. Voilà. Vous savez, parfois, ce qui est incroyable chez Nicolas Poussin, c'est qu'il y a l'effet du matin dans des paysages comme ça. Il a fait le printemps, il a fait les 4 saisons. Donc souvent, dans les 4 saisons, il a fait à chaque période de la journée. C'est-à-dire que le printemps, il l'a fait à l'heure de l'après-midi, ou l'été, il l'a fait à l'heure de la fin de la soirée. Oui. Et là, on est dans un effet de tableau dominant de chaleur, dans, par exemple, l'effet d'été de fin de soirée. Oui. On est à la fin de la soirée, toutes les teintes sont très chaudes. Donc la dominante, c'est quoi? C'est quoi l'harmonie dans ces tableaux-là? C'est qu'en fait, il a une dominante chaude, il a pris de l'harmonie des verts. Toutes les couleurs sont nuancées plus ou moins chaudes, en fait. Oui. Comme on sait très bien que dans la mise en peinture, dans une couleur, il y a toujours une couleur claire et chaude. Et il a pris des tendances harmoniques chaudes. Donc, en fait, même le bleu en dessous du bleu, sur les peintures sous-jacentes du bleu, il y a des fonds marrons, en fait. Ah oui. C'est ce qui va chauffer la couleur. Donc, quand on regarde ce tableau, on ressent cette sensation de chaud. Parce que dans la nature, la période de l'été, il fait chaud, mais il y a un climat chaud.
Oui. Il y a une sensation, il y a une dominante chaude. En fait, il y a cette terre qui est chaude, qui brûle, etc. Et certes, il y a des couleurs bleues, mais on sent cette chaleur dans l'atmosphère. Oui. Pour restituer ça en art, surtout les baroques ont usé de ça, ils chauffaient les tableaux par des impressions chaudes en dessous. D'accord, oui. Parce qu'il y a l'harmonie de la couleur, les dégradés, etc. Le couleur obscur est toujours présent. Il y a aussi l'harmonie de la sensation aussi. Oui. Mm. Ben, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter, ce sont vos coups de cœur, hein, les choix musicaux. Alors, c'est un jeune musicien, un jeune pianiste qui est d'origine mexicaine, Gibran Alcocer, avec un morceau qui s'intitule Idea 10. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur ce musicien? C'est une œuvre que j'apprécie. Voilà, ben on va l'écouter. Sur RCF Liège. C'était Gibran Alcocer avec Idea 10, un morceau coup de cœur choisi par notre invité aujourd'hui, David Daoud, qui est avec nous pour parler de l'harmonie. Alors, l'harmonie dans un tableau, est-ce que c'est plus facile sur un grand format, sur un petit format, ou ça n'a pas d'importance? L'harmonie, à mon sens, c'est ce qu'on veut mettre dedans. C'est que, en fait, c'est pas une question de facilité, c'est une question de savoir. Est-ce que le savoir, l'harmonie est beaucoup plus présent dans un grand format visuellement. Oui. Ça en jette plus que dans un petit format, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui sait faire l'harmonie en petit pourra le faire en grand. C'est la conscience de l'artiste, c'est tout le savoir de l'artiste qui fait que quand il saura faire le petit, ça sera l'équivalent en grand, en fait. Mais visuellement, esthétiquement, ça a plus de grandeur dans un grand format. C'est-à-dire que l'esthétique dans un tableau participe de l'harmonie. C'est que sans harmonie, il n'y a pas d'esthétique. Sans esthétique, il n'y a pas de beauté. D'accord. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va retenir quelqu'un qui regarde une œuvre, ce qui retient, c'est l'esthétique. Oui. Ce qui est joli et ce qui est agréable. En même temps, avec la patte de l'artiste, raconté par la patte de l'artiste, tout est une affaire d'accord. C'est qu'il y a le sujet raconté par la patte de l'artiste et avec les combinaisons techniques qui est l'harmonie, les dégradés, le clair-obscur et toutes ces terminologies. Toute une affaire de trois, en fait, comme par les combinaisons de couleurs, trois couleurs simultanées en même temps, fait déjà un accord. Le jet c'est quelqu'un qui raconte une histoire, il y a l'histoire, celui qui raconte, et il y a l'image de l'histoire, quoi. Et ça participe de l'esthétique, en fait. Voilà. Mais il y a des gens artistes qui n'ont aucun style, aucune esthétique. Oui. Mais après, ça, c'est le talent. Le talent, le savoir. Et vous voyez, par exemple, quand je vous prends une référence, on prend par exemple un Léonard de Vinci. Quand on regarde ses dessins, on a déjà imaginé l'image de Léonard de Vinci. On sait tout ce qu'on sait de Léonard de Vinci. Ça, c'est quoi? C'est l'esthétique de Léonard de Vinci. C'est sa patte, son esthétique, ses formes. Vous voyez un peu l'image? Si vous, par exemple, je vous parle de Bonnard, Oui. on a parlé de Bonnard, tout de suite on a cette lumière, cette patte un peu écrasant de la matière qui se chevauche plus ou moins, ces accidents la perfection et l'inimperfection de la manière de rendre et l'imperfection de rendre les couleurs, les sujets. Parce que parfois chez Bonnard, t'as la peinture qui dévie de la forme. Oui, oui. Mais tout ça, ça participe de l'esthétique de Bonnard. Oui. Et quand on regarde les danseuses de Degas, Oui. vous voyez, tout ça, c'est l'esthétique de Degas qui est là. Et pareil, sans harmonie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'esthétique, en fait. Et il y a la maîtrise de l'harmonie. Oui. Donc, qui dit maîtrise de l'harmonie, maîtrise de la peinture.
maîtrise de la peinture et il a la maîtrise, il connaît sa patte, l'artiste. Il sait. Quand il sait, il restitue ce qu'il a envie de dire par rapport à toutes ses émotions. Et quand il transmet toutes ses émotions sur la toile, il transmet au public. Le public, il est réceptif. Il voit l'exposition, par exemple, de cet artiste. Il va retenir l'esthétique. Il va dire c'est beau ou c'est pas beau. C'est comme un film de cinéma d'un Sam Peckinpah ou de Mike Nichols, etc. Il y a la patte. Ouais. Sidney Lumet, il y a tout ça. Hitchcock. Ouais. Oh, c'est un film. Ben, c'est ça l'esthétique de Hitchcock. Tout à fait. Ça, c'est la patte de l'artiste, en fait. Par rapport à la science. Il manie la science. Personnellement. Personnellement. Oui. Sa science, la technique, etc. Mais justement, Bonnard disait aussi dans ses notes que les couleurs se raisonnaient, pas le dessin. Qui semblait plus spontané, apparemment. Oui. Mais les dessins, tu peux te tromper, c'est ce qu'il veut dire, c'est que tu peux te tromper par les couleurs, c'est une affaire d'émotion. Mais pas les couleurs. Mais en dessin, tu ne peux pas te tromper, on cherche des vérités. Voilà. Une maison, elle ne peut pas être de traviole ou un bâtiment, etc., un escalier. Donc le dessin, c'est quoi? C'est la forme qui restitue l'illusion de la nature. Et dans cette illusion qui est restituée par la forme, etc., les rapports des formes qui est le dessin, on combine des sensations qui sont liées à l'artiste et à l'harmonie des couleurs, etc. Cette sensation, c'est la peinture, c'est les couleurs. Voilà. Il y a des artistes qui disent je suis plutôt coloriste que dessinateur. Je sais pas, vous avez dû entendre un peu ça de temps en temps. Oui, tout à fait. Oui. En fait, c'est faux. Ça suffit pas. On est obligé plus ou moins d'être dessinateur. Mais je peux comprendre ce qu'ils ont voulu dire. C'est parce qu'ils ont par la couleur, ils arrivent à voir les formes plutôt que dans la ligne des choses. C'est beaucoup plus dur. C'est plutôt... comment dire, c'est voir les formes du trait, etc., dans la nature, dans une forme d'arbre, dans une masse d'arbre, dans quelque chose qui est un peu flou par rapport à un certain distance du regard. C'est très difficile. Oui. Mais il y a des gens qui arrivent à faire les rapports des formes. Tout de suite, on voit la forme. C'est des rapports et ils ont plus facilement à voir la couleur, le dessin par la couleur. Voilà. Vous travaillez comment? Vous travaillez sur le motif d'imagination avec un modèle ou plusieurs modèles? Ça dépend? Je travaille toujours d'imagination, mais j'ai besoin du réel pour m'inspirer, pour avoir des images plus ou moins qui me nourrissent mon esprit, etc. Je prends la nature comme une référence absolue. C'est elle qui inspire l'harmonie. Celle qui inspire l'harmonie. Et en général, quand j'observe la nature, j'observe son harmonie, la dominante. Quand il faut observer la nature comme un mathématicien, en fait. C'était dans le sens où il faut déchiffrer les dégradés du ciel, il faut voir la dominante de la couleur. Et quand on commence à rendre on commence à chercher la terminologie par exemple, la couleur rompue du bleu, etc. Ces termes techniques, on retient plus facilement que juste par une sensation, en fait, juste d'un regard. Plus il y a des mots, plus on construit ces mots, plus on se pose des questions et des réponses, plus notre mémoire va les classer dans notre esprit. Donc il y a une espèce de... Il y a d'abord un regard, peut-être un peu méditatif, et puis il y a une analyse de ce... Exactement. Oui. Et on est dans l'analyse, c'est le mot qui est hyper important. De toute manière, quoi qu'on fasse, on est toujours dans l'analyse. On essaie de comprendre, ça c'est l'ADN de l'homme, en fait. Donc même s'il n'y a pas de termes, mais on essaie mais on va pas les restituer à chaque fois, parce qu'on va les oublier, s'il n'y a pas de termes techniques, en fait. Si vous voyez un petit peu par moment, je ne sais pas si on s'est rappelé un peu des carnets de Delacroix quand il est parti au Maroc, quand il a dessiné et à chaque fois il était à cheval. Oui, oui.
Donc quand il voyait un effet de paysage, il notait le ton local d'un bleu sombre, outre-mer, il met la couleur du bleu. Oui. Et il y a des dégradés dans la hauteur du ciel, et en bas des collines, c'est plutôt plus flou, plus sali. Qui dit plus sale, donc c'est des couleurs rompues. Oui. Une couleur salie, c'est une couleur rompue qui participe de gris, tout en ayant une dominante de la couleur qui est assujettie à ce qu'elle est, en fait. Hein. Et sans ce carnet, parce qu'il est revenu, il est resté 1 ou 2 mois au Maroc ou en voyage, il est revenu dans son atelier. Grâce à ses notes, il a pu faire jaillir de sa mémoire, parce que c'est une question de mémoire, toutes ces images. S'il n'avait pas mis des notes, il aurait oublié le jour ou tel jour il a fait ça, ou tel jour il a été à tel endroit, au lac, etc. Il a vu le palmier qui était en clair-obscur entre les rochers. Il n'aurait jamais vu ça s'il n'avait pas mis ses notes à chaque fois dans son carnet. Et quand vous voyez un paysage, vous analysez automatiquement? Vous pensez à Moi, une peinture? si j'étais dans l'esprit de Delacroix, je prendrais des notes. Parce que si je pars pour un moment comme ça, et eux, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas de référence. Il n'y avait que Paris. Bien sûr, oui. Et sa banlieue, Delacroix, il est resté complètement dans sa région. Hein. Il partit sur la côte normande et puis il revenait à Paris, quoi. Et pour lui, c'était nouveau d'aller quelque part comme ça. C'était tellement riche, donc il fallait qu'il prenne des notes. Il était préparé. Il n'était pas parti pour peindre avec ses chevalets et tout ça. Hein. Non, bien sûr. Ouais. Il a pris le minimum. Le minimum pour lui, c'était beaucoup à l'époque parce qu'ils étaient à cheval. Il ne faut pas oublier. Ouais. Il y avait des carrosses et puis c'est pas comme maintenant. Tu prends le train, tu arrives en 1 heure. Donc, et en même temps. On a la télévision, on a plein d'images, nous. Bien sûr, on a Google, on a etc. Donc on n'a plus besoin de notes comme ça. Entre le laps de 24 heures, on peut toujours retenir. Mais lui, il savait très bien qu'il est parti pour plusieurs jours. Il était obligatoire de prendre des notes. Il avait conscience de son intelligence et son intelligence a été limitée, même c'était un grand bonhomme. Mais il avait conscience, par sa modestie, qu'il était limité. Donc il était obligé de prendre des notes. Mais il est venu, il a fait 60 tableaux en rapport avec au Maroc. Tu imagines le truc. Et quand vous voyez... Enfin, la nature vous inspire plus que des images ou des photos que... Moi, j'ai ma méthodologie à moi, c'est j'emmagasine les dominantes des couleurs, l'émotion, pour restituer l'émotion. Ce que je ressens. J'essaie de la restituer, de la communiquer au public, en fait, au spectateur. Donc, j'ai pas besoin de trop de laps de temps pour noter, mais j'ai la manière d'analyser parce que dans mon parcours artistique, mon professeur nous invitait à aller au musée, voir les expositions, de tout regarder sous un œil critique et essayer d'analyser, de comprendre la beauté. Ce qui est beau, ce qui n'est pas bien. Parce qu'en fait, en se posant des questions, c'est là qu'en étant curieux, en se posant des questions, c'est là qu'on arrive à assimiler les sensations. Donc j'ai réussi, jeune, à avoir cette facilité. Donc même tout petit, j'avais cette capacité. Mais j'en ai joué plus tard, j'ai essayé de garder ça quoi, dans mon analyse. J'analyse tout le temps, tout. Tout le temps. Tout ce qui m'intéresse. Oui. Donc la musique et la peinture, la sculpture et la nature. Tout ce que j'aime en fait. J'essaie de comprendre. J'ai une fascination pour les chats et les chiens. J'adore ces animaux, les chevaux. J'ai une fascination aux animaux en fait. Oui. Surtout les animaux domestiques, les chats, les chiens, c'est des bêtes que j'aime beaucoup, particulièrement. Et justement, vous venez de parler de sculpture. Vous n'êtes pas que peintre, vous êtes aussi sculpteur. L'harmonie en sculpture. Oui, alors l'harmonie en sculpture, c'est une affaire d'harmonie de forme. Il y a une première pensée. Sur cette première pensée,
l'harmonie des formes, c'est des harmonies qui se contrastent. C'est la contraste des contrastes de formes, en fait. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est... On n'est plus dans la couleur, on est dans les formes. Oui. Donc, il y a l'harmonie des formes, c'est essentiel. Donc, en fait, on essaye de... Là, dans ce qui est... Alors, on a une forme, par exemple, on fait un personnage qui est debout en sculpture. Ok. C'est plus ou moins allongé, comme ça. D'accord? Il n'y a aucune structure, donc il n'y a pas de pli, il n'a pas d'habit. C'est une forme comme ça qui jaillit. On est dans le flou, mais on se lasse. On se lasse, on va regarder, on va se lasser. On va dire, oui, c'est une forme, ça peut plus ou moins être transcendant à une forme humaine. Mais ce qu'on veut, on veut que ça soit harmonieux, que ça reste, que l'image et les contrastes des formes va faire en sorte qu'il y ait une forme, soit triangulaire ou un pli qui ressemble à un triangle, d'une robe ou d'un drapé, s'il est, par exemple, c'est un dieu grec avec un drapé, comme ça. Donc on va lui faire un pli dans il est vêtu d'une tunique et avec un pli. Mais un pli ne suffit pas, il lui faut 2 plis. Et automatiquement, quand on regarde cette forme, on commence à voir des plis et l'œil, le spectateur va rester un peu plus. Il va structurer parce qu'il y a une forme géométrique. C'est la forme. Ce qui va retenir aussi l'attention d'un spectateur, c'est parce qu'il y a des formes géométriques qui fait qu'en fait, c'est plus facile à retenir. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'esthétique. C'est pour ça que les formes de la nature sont toujours liées à des formes géométriques. Un arbre, ça peut être un cercle ovale, un triangle, vous voyez, toutes les formes de la nature, c'est des formes géométriques en fait. Toutes les choses de la nature sont liées à la forme géométrique. Un nuage peut être ovale, rond, il ne sera jamais carré. Un bâtiment, ça sera soit c'est un rectangle, soit c'est un carré, soit c'est un rectangle allongé. Et grâce à ça, la création, elle est faite comme ça pour que l'artiste retienne les choses. Les artistes sont vraiment liés font partie de tout l'écosystème de toute la généalogie humaine, en fait. C'est primordial. Depuis la nuit des temps, les hommes de caverne, ils ont retenu les formes géométriques, ils les ont restituées par des formes animales sur leur caverne. On est d'accord? Donc, soit c'est un cheval, ils ont un grand rectangle, mais ils ont parfaitement restitué la forme de leur rectangle. Parce que chaque animal a sa morphologie géométrique. La vache, elle est un peu réduite, mais plus large. Vous voyez? La tête de l'âne est un peu plus allongée que celle du cheval. Les oreilles de l'âne sont un triangle plus élevé. Vous voyez? Et on arrive à retenir tout ça. Le ciel ressemble à une orange. Grâce à l'image de l'orange, on a réussi à se souvenir que le ciel est orangé. Parce qu'en fait, c'est des rapports. L'humain n'a pas la capacité de retenir tout. Donc, on sait très bien qu'on a une capacité entre 20 et 30% de notre intelligence, notre mémoire, etc. Donc, on a besoin de dormir pour se régénérer. C'est essentiel pour que tout se remette en place. Mais dans la chance qu'on a, c'est qu'on, grâce à la nature, si on est curieux, on fait attention, on arrive à avoir des références pour qu'on puisse mieux retenir. La création, elle n'est pas faite par hasard, à mon sens, mais peut-être qu'elle est faite par hasard, mais en tout cas, elle est servile à nous-mêmes, en fait. Elle nous sert beaucoup, surtout les artistes. Moi, je suis de nature curieux et j'ai décortique tout. Donc, j'essaie de chercher des références, plus ou moins. Vous voyez, les fruits, ils ont des formes. Chaque fruit, et ils ont un goût. On arrive à retenir. Et il y a tellement une facilité de restitution dans la sensation. Quand on parle juste de l'image orange, on a déjà le goût qui vient en même temps. Donc, Vous faites des portraits aussi. Est-ce que dans le portrait, l'harmonie, comment est-elle? Dans le portrait, c'est pareil. La forme humaine, elle est ovale. Donc déjà, l'ovale, c'est l'harmonie
par excellence de l'esthétique de la forme, c'est l'ovale, pour moi. Hein. Ce qui est souvent dit dans l'histoire de l'art, en fait. C'est l'ovale. L'œuf. C'est le symbole d'une création, de la création. Donc, sur ça, on fait le clair-obscur, on regarde ce qu'on veut restituer. Le clair-obscur, s'il est bien mis, comme on avait dit, c'est l'essence même de la peinture. C'est ce qui va faire en sorte qu'il y ait une harmonie dedans. On habille le clair-obscur d'harmonie, de couleurs. L'harmonie, on peut faire une harmonie sans forme, qui est une certaine abstraction plate avec des aplats de couleurs. Ok, c'est joli, mais on va s'ennuyer. Souvent, on voit des expositions, par exemple, sans critiquer. Hein, je donne mon avis dans le sens... on voit des belles expositions, alors des grands et tout, c'est très agréable, c'est une très belle harmonie. On est vraiment... Mais il n'y a pas de forme. C'est des aplats, etc. Et on peut s'ennuyer s'il n'y a pas de choses qui se passent dans un tableau, dans une surface. Qu'il y ait quelque chose qui se passe, un point, une harmonie, des contrastes de forme participent de l'harmonie aussi. Donc les contrastes de forme, l'harmonie des formes, il faut qu'il y ait l'harmonie des formes, c'est des harmonies similaires mais d'une différente forme, de différentes grandeurs ou de différents des contraires. Plus il y a des contraires, mais ça va ensemble, en fait. Quand on a dans un portrait, quand on déchiffre un portrait humain, c'est très simple. Il y a l'ovale des yeux. Il y a le qui dit ovale, qui dit arc. Donc, tout est rapport d'arc, en fait, dans le portrait. Il y a l'arc, les sourcils, etc. Rien n'est identique. Donc, parfois, quand on fait un portrait, on pense que, tiens, ce sourcil, il est là, donc je sais faire l'autre, je ne regarde plus ce qu'est la nature. C'est pas la même chose. Mais c'est pas pareil. Non. Parce qu'en fait, il y a une symétrie visuelle, mais quand on regarde bien avec attention, il y a une asymétrie, en fait. Il y a un équilibre, par contre. L'équilibre parfait, comme une balance. C'est ça qui crée l'harmonie, c'est de rendre cet équilibre. Et voilà, exactement. Parce que dans l'équilibre dans la nature, comme dans un visage, etc., il y a toujours l'équilibre dans le corps humain, sinon on penche à gauche ou à droite. Et un tableau, c'est pareil. Donc l'harmonie, participe aussi l'harmonie des formes, mais dans un équilibre, ils sont remplis, ils sont renfermés dans un espace qui est le format du tableau, mais on ne peut pas mettre des formes que d'un côté, il faut mettre de l'autre côté. Il faut que le tableau soit vraiment équilibré dans le sens où il ne penche pas ni à gauche ni à droite. C'est là que la composition intervient. Bien, nous allons terminer cette première émission consacrée à l'harmonie en compagnie de David Daoud avec Richard Jones, un compositeur et un violoniste anglais du début du XVIIIe siècle, avec ses suites pour clavecin, la suite numéro 5, un coup de cœur de David Daoud, peut-être ses rapports avec l'harmonie, peut-être. Oui, j'ai découvert Richard Jones récemment, par hasard comme ça, parce qu'on était j'écoutais sur YouTube, j'adore le baroque, etc. Le clavecin, comme on parle d'harmonie, le clavecin, c'est l'instrument où l'harmonie règne avec une grandeur absolue, hein, parce que si n'est pas harmonieux, c'est pas la peine de jouer du clavecin. Si on ne sait pas harmoniser ou on ne sait pas jouer le clavecin, si on n'aime pas l'harmonie, c'est pas la peine d'en faire. Et chez Richard Jones, il y avait cette manière à la Bach de jouer avec des improvisations comme ça, avec des phrases de contrepoint qui se chevauchent. J'ai trouvé ça sensationnel, c'est du pur plaisir à écouter. Eh bien voilà, on va l'écouter et il me reste à vous remercier. Et puis on se retrouve pour la suite de cette émission très prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Trois dièses à la clé, en compagnie de Maurice Détière.
Avec Christophe Bruls à la technique. Bonjour et bienvenue dans 3DS à la clé. Nous retrouvons aujourd'hui David Daoud, peintre, dessinateur et sculpteur franco-libanais, pour poursuivre notre dialogue autour de l'harmonie et de la composition. Alors bonjour David Daoud. Bonjour. Alors nous avons parlé dans une première émission de l'harmonie, d'un tableau, d'une sculpture. Dans votre travail artistique, comment situez-vous l'harmonie ? L'harmonie, elle est surtout située sous forme de sensation dominante de couleurs. C'est l'énergie que je vais donner au tableau, le ton où le tableau va y aller en fait, la direction où il veut, le cap du tableau, vers où il veut aller, où il va y arriver quoi. La direction, le vent où va le mener comme ça. Mais c'est moi qui décidera en fait de la sensation que moi, de ma nature, mes sujets, qui fait en sorte que je vais ramener le tableau vers là et cela dépend de l'harmonie des couleurs. Oui. L'harmonie des couleurs, la dominante de l'énergie, si c'est une dominante chaude ou froide. On parle toujours de chaud ou froid, c'est toujours présent chez moi. Et c'est la couleur qui vous mène vers le sujet ou c'est le sujet qui vous mène vers la couleur ? Moi, c'est une question de... C'est une question très difficile, déjà, parce que je ne m'attendais pas, mais on peut faire deux choses. C'est qu'on peut amener le sujet à la couleur, oui. Mais en général, je fonctionne sous forme par la couleur, oui. Par la sensation de la couleur et après le sujet dedans. D'accord. Mais parfois, je peux penser à un sujet, c'est ça sous forme de challenge, en fonction de si j'ai des projets sur un sujet, je décide de l'harmonie auquel il va aller, quoi. D'accord, oui. Mais en général, pour mon propre plaisir, c'est une question parce que c'est un bonheur de créer, donc je garde toujours ce fil conducteur, ce bonheur absolu de créer, d'être au-dessus de la terre, comme ça, je suis élevé, quoi. Et alors je vais là où j'ai envie, quoi. Donc j'arrive à en vivre, donc je me fais plaisir. Alors, avant tout, c'est par l'énergie que j'ai envie d'aller. Donc c'est une énergie. En général, mes couleurs préférées, c'est les couleurs un peu chaudes. Voilà, des verts chauds, etc. Des harmonies sombres par moments. J'ai une palette sombre, mais lumineuse. Oui, bizarre. Oui. Pourquoi ? Parce que le sujet, il est en clair-obscur. Donc, qui dit clair-obscur dit il y a une partie où il y a la lumière. Moins, mais elle est révélée. Elle est présente quand même. Elle est présente. Tout ceci forme... Mais tout ça, c'est enfermé dans une composition. C'est très important. Est-ce qu'il y a des peintres dont l'harmonie vous touche plus particulièrement ? J'aime beaucoup... Moi, je suis souvent fasciné par la peinture romantique, parce que la peinture baroque, elle a sa propre tendance, elle a une direction. Oui. Que ce soit même Caravage, même si la plus belle peinture pour moi, c'est Caravage chez moi, dans l'esthétique de Caravage. Mais on a Caravage, le Guerchin... Andrea del Sarto, Pontormo, un peu avant Raphaël, etc. Oui. Toute cette direction de baroque comme ça, mais on est dans une harmonie de clair-obscur, sombre, toujours une lumière chaude, la chair elle est chaude, et l'ombre elle est froide, mais ambrée, une terre d'ombre chaude. Oui. Donc c'est une harmonie en tendance un peu répétitive sur le long terme. Ils sont restés sur 2-3 siècles comme ça. C'est là qu'intervient un Delacroix. Donc, un Delacroix, pourquoi ? Parce que c'était le peintre de la lumière qui s'ignore. Oui. Pourquoi c'était le peintre de la lumière qui s'ignore ? Alors, ça fait bizarre. Mais parce qu'en fait, il cherchait la lumière. Il a fallu aller... au voyage du Maroc pour comprendre la lumière. Il fallait qu'il fasse
étape-là pour restituer, pour revenir faire ce tableau de mémoire. Et il a reçu une claque dans sa vie. Une claque qu'il ne s'attendait pas du tout. Parce qu'en fait, le climat parisien et tout ça, et il avait acquis l'histoire de la peinture par des tendances baroques, romantiques qui étaient un peu antécédents à lui. Il a appris par son oncle la peinture. Pareil que lui, il a appris, il a déchiffré les œuvres d'Antoine Legros, tous ces peintres un peu auparavant qui étaient un peu Camaïeu, etc. Comme Ingres. Ingres, c'est beau, mais ça reste du Camaïeu. Il n'y avait pas c'est là où la lumière arrive, où les couleurs qui arrivent. Il a fait chanter les couleurs de la Croix. Oui. Et qui dit couleur, dit lumière. Parce qu'en fait, la couleur pure, c'est de la Croix qui l'a ramenée, qui l'a fait rejaillir. Parce qu'avant, toute la couleur ou les teintes étaient saturées, elle était en mi-ton. C'était il n'y avait pas le ton local par excellence. Il jaillissait comme ça, comme Delacroix, il l'a mis dans les turquoises. Il mettait des turquoises. On créait très peu de turquoises dans le ciel, ou dans des bleus, dans des vagues. Quand il a fait le Christ comme ça, qui traversait la mer Méditerranée avec ses disciples, etc. Il y avait toute la mer qu'il faisait, c'était des mers turquoises, tout ça, parce qu'il a été au Maroc. Il a acquis la lumière, il a acquis la couleur. Qui dit couleur dit lumière. Donc, voilà, c'était le peintre de la lumière qui s'ignorait, parce qu'en fait, il cherchait la lumière, mais il s'ignorait jusqu'au moment où il est passé. Il est parti au Maroc, où il a fait ce voyage avec le prince. La lumière, quoi, oui. Ah, oui. Alors, on a parlé de forme, d'harmonie. On a effleuré la composition. Comment ça se passe, cette répartition des formes sur l'espace d'une toile? Comment est-ce que quand vous pensez à un sujet, comment est-ce que vous allez faire pour répartir ce sujet sur la toile? D'abord, on cherche l'idée du sujet et le cap qu'on veut faire, l'harmonie qu'on veut restituer, l'énergie, la direction une énergie chaude, froide, une dominante. Sur la dominante, on restitue une certaine harmonie de couleurs. Voilà, c'est une harmonie sombre. C'est une nuit étoilée avec un clair de lune, avec des bâtiments et des personnages qui marchent la nuit. Donc on est dans une harmonie sombre, et sur ça on transpose ça dans un format. On essaie d'imaginer le format où ce sujet va aller avec cette harmonie, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle la composition. Oui. Et si une harmonie n'a pas de sens, elle n'est pas composée. Un clair-obscur, dont on a parlé déjà, le clair-obscur, il n'a pas de sens, il n'est pas composé dans une surface. Donc en fait, chaque sujet a son importance dans le format. Ça dépend ce que l'artiste veut dire, ce qu'il veut raconter, ce qu'il veut transmettre. Voilà. Donc sur ça, il définit un format plus ou moins en fonction de la grandeur du sujet ou de l'harmonie qu'il veut transmettre. Parfois, le sujet n'a pas trop de sens. Seul compte l'harmonie. Il peut jouer sur l'illusion, en fait, ou du déjà-vu du spectateur. Oui. Le but de l'artiste, c'est de d'éblouir, de faire voyager le spectateur, de lui donner l'envie d'avoir du plaisir, pour que le spectateur s'enrichisse comme ça quand il a vu son tableau, l'artiste. Le spectateur s'en va, il se remémore. Toute une affaire de mémoire dans la vie, en fait. La vie n'existe pas, c'est la mémoire qui définit la vie, en fait, ce qu'on vit. Parce qu'en fait, tout le monde se raconte des histoires plus ou moins, mais c'est toute une affaire de mémoire. Donc un tableau, c'est quoi? C'est de donner l'envie de regarder, d'imaginer,
pour que ce sujet reste à l'éternité, où on a envie de raconter l'histoire. C'est comme quand on voit un film, il est beau que lorsqu'on le raconte, pas lorsqu'on le voit. Lorsqu'on le voit, on a une émotion, mais ce qui est beau, c'est quand on le raconte à quelqu'un. Et c'est ça un tableau. C'est comme une musique. Ce qui est belle, c'est on peut la vivre ensemble, on va avoir des émotions, mais ce qui est beau, c'est quand on va dire à la troisième personne, tiens, t'as écouté, on a été au concert, on a écouté ça, il faut absolument aller le voir. Et c'est comme ça qu'il fait l'harmonie du peuple, de la vie, quoi. Tu vois, de toute cette, et un tableau, l'artiste, la mission de l'artiste est en sorte que de transmettre des émotions au public. Oui. Un artiste n'est pas fait pour créer pour lui uniquement. C'est juste 10%. Sinon, il s'ennuierait. Hein. Voilà. C'est de donner du plaisir aux spectateurs, de donner l'envie de regarder, de transmettre, etc. D'enrichir la mémoire des spectateurs, d'enrichir la mémoire, sa propre mémoire. Est-ce que dans la composition, il y a des règles aussi auxquelles l'artiste... Est-ce que ce sont ses propres règles ou ce sont des règles esthétiques? Bien sûr, il y a des règles dans la composition n'a pas de sens s'il n'y a pas d'harmonie dedans. Il faut remplir. C'est comme un cuisinier qui met une assiette vide. Et donc l'harmonie commence quand il y a quelque chose, quand il y ait un brin d'accord de 3 éléments en même temps, en simultané. Donc là, c'est le début de l'harmonie. 3 formes en même temps, en simultané, c'est parce que le spectateur commence à se poser des questions. À partir de là, si le spectateur commence à être curieux, à regarder, à se poser des questions, c'est là que l'harmonie commence. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne envie de regarder, de continuer à regarder. Oui. Et donc, l'harmonie des formes dans une composition, elle est essentielle. Donc l'harmonie des formes, l'harmonie principale des formes basiques, en fait, c'est la diversité des formes et leur échelle des formes. Un tableau doit être équilibré, donc qu'il n'y ait pas de forme géométrique dans un tableau, on s'ennuierait, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait une forme géométrique, plus ou moins 3 formes géométriques de base. D'accord. Alors, le minimum parce que la forme du tableau, c'est déjà une forme géométrique. C'est ça, oui. C'est un rectangle, on se base sur ça. Souvent, l'abstraction, elle est liée toujours au format. Donc, en général, il y a 2 formes. Il y a le format du tableau, qui est carré ou rectangle. Souvent, tu as Rothko, tu as 2 formes. Tu as un plan... horizontal, vertical ou 2 horizontaux, mais de différentes formes. Donc on commence à faire un accord simultané. C'est simultané, c'est les bases. Après, on peut être encore plus riche, faire plusieurs formes dedans. D'autres, comme par exemple ce peintre avec des aplats. On vient de faire son exposition. Qui fait plein de couleurs de matière au couteau. Pareil, lui, il a... Nicolas de Staël. Nicolas de Staël. Là, on est dans plusieurs formes, dans un surface de tableau, on est dans plusieurs formes. Vous voyez, quand on regarde Nicolas de Staël, c'est des formes, c'est de l'illusion. Grâce à la couleur, aux ambiances qu'il met dans sa couleur, aux dominants des couleurs, il restitue des ambiances, de déjà-vu au spectateur. Oui. Et on n'a pas besoin de voir la maison, on la suggère par une forme, par un aplat de couleurs, qui soit rectangle, triangle, etc. Mais il est très fort dans les dégradés de couleurs, il est très très fort par la composition, en fait. Oui. Donc, par la composition des formes, les rapports des formes, etc. Et il en profite, et après c'est de l'illusion en fait, c'est des couleurs juste à position, c'est des accords simultanés qui se coïncident, des couleurs saturées, des couleurs saturées, c'est des couleurs qui sont rompues,
Oui. C'est-à-dire que c'est une couleur, par exemple bleue, elle est rompue. Et il en dévie plusieurs teintes. Donc c'est devenu un gris bleuté. Par moments, le bleu, il est plus ou moins un peu trop gris. Mais c'est subtil, c'est ce qui va faire en sorte qu'il y ait une résonance, ça vibre et c'est harmonieux. Mais il n'oublie jamais la dominante des couleurs. Oui. C'est la phrase musicale. C'est la dominante des couleurs. Mais sur ça, il s'éclate. Il s'éclate par la forme, il s'éclate par les couleurs, par les dégradés de couleurs. Mais vous parlez de phrases musicales. Alors, je trouvais l'autre jour cette phrase de Goethe qui disait que le peintre devait trouver sa base continue. Le peintre? Le peintre doit trouver, comme en musique, sa base continue. Exactement. Voilà. C'est ça. Parce que sa base continue, c'est l'énergie auquel il veut que le spectateur puisse aller. Voilà. C'est sa dominante sur ça. Et en fait, c'est sa patte. Oui. Moi, j'ai une patte. C'est-à-dire que moi, je travaille dans ma peinture, dans ma direction. On reconnaît mon travail, plus ou moins. Oui. J'ai fabriqué ma patte, l'esthétique David Daoud. Et sur ça, je me base quand je crée. Au début, ça arrive comme ça. Ça peut arriver par accident. On se dit, mais quand on apprend à se connaître, quand on apprend à mettre des notes et des termes, des explications, des mots, on explique les tons, les mi-teintes, on prend des notes sur toutes les qualifications des termes, etc. On apprend à se connaître, en fait. On sait qui on est. Oui. Le but, c'est qu'un artiste sache qui il est et ce qu'il est capable de faire et qu'il puisse imaginer son cap sur le long terme. La direction qu'il Sa prend. direction. Ouais. Et là, c'est sa base continue. Voilà. Ça se comprend. C'est une phrase très judicieuse. Ben alors, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Georg Joseph Vogler et sa symphonie en ré mineur. Quelques mots, peut-être, sur... Alors oui, pareil, j'ai découvert cette symphonie d'une très belle modernité. Et ce que j'aime bien dans cette symphonie, c'est ce rythme qu'il a adopté, le compositeur, comme si c'était dans l'urgence, comme sous forme de mission. Il a une mission. Il raconte une histoire, mais j'ai sensation de mission. C'est vraiment d'un rythme vraiment très, très, très rapide, mais c'est une toute beauté, en fait. Et on a un climat de mission, une chevauchée à cheval, comme ça, un laps de temps Voilà, c'est étonnant. Ben, on va écouter un extrait de cette Très symphonie. belle œuvre. Oui, Merci beaucoup. c'est un extrait de cette symphonie en ré mineur. Trois dièses à la clé sur RCF Liège. C'était un extrait de la symphonie en ré mineur de Georg Joseph Vogler, un choix coup de cœur de notre invité David Daoud, avec qui nous parlons de la composition et de l'harmonie. Alors, David Daoud, comment est-ce que le peintre s'arrange pour accrocher le regard du spectateur, pour que celui-ci ne s'en aille pas, qu'il rentre dans le tableau? En fait, si l'harmonie est très belle, ce qui va faire en sorte que le spectateur puisse rester devant un tableau, c'est le format du tableau. Ça, c'est sans aucun doute. Le format va jouer une force majeure, ouais. Un impact sur le... Moi, je vous parle comme dans les peintures contemporaines actuelles. Oui. C'est la grandeur du format, mais il y a des petits bijoux, des petits vermeers qui fait qu'on en regarde. Il y a tellement de détails dans un petit vermeer.
Mais on est en fait, ça dépend de l'époque. L'époque actuelle, contemporaine, c'est le format du tableau va jouer un rôle majeur sur l'impact. Oui. Et puis l'harmonie qui y règne. Qui dit harmonie, il y a aussi l'harmonie qui y règne. Et puis il y a aussi la composition. Donc il y a l'harmonie dans une composition. Et il y a l'harmonie de la matière. On n'en parle pas, mais il y a une forme. Oui. Il y a C'est la important, forme, la matière. il y a la forme visuelle, Oui. géométrique. Il y a aussi la matière. Oui. Dans le contemporain, on est dans la matière. Donc, après les années, grâce à Picasso, avant, la matière n'avait pas trop d'importance. Il y avait une fluidité onctueuse, plus ou moins affective. Tous avaient un peu la même patte. Grâce au médium, le médium, c'est le liquide qui dilue la peinture. Voilà. Donc la matière, elle a un rôle très important, comme en pâte, en sculpture aussi, la matière, la forme. La peinture actuelle est devenue sculpturale, mais on n'a plus de règles pour l'harmonie. En fait, elle n'est pas que lisse, la peinture. On peut avoir une harmonie lisse, avec des aplats de couleurs, des gradés, des glacis, etc., dans une surface. Et on peut aussi avoir des rapports de matière, très peu de choses. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre, elle est mieux que l'autre, ou elle fait un impact au spectateur ou non? Oui. Il y a des œuvres où il n'y a rien dedans, alors que l'harmonie, elle est présente, et la matière, elle est présente, mais très peu de formes. Très peu de choses. Et pourtant, on la retient. Parce que l'artiste, il a réussi à nous délivrer quelque chose, un message dedans. Et ce message est toujours lié à la nature, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. C'est un dico dans notre mémoire, la nature, à tout individu. On se base sur la nature. C'est la perfection absolue. Et l'artiste fait des imperfections, il transmet des imperfections de nature, de bouts de nature, de morceaux de nature, avec alors qui dit morceaux, c'est des morceaux, alors peut-être des petits morceaux d'un format petit, mais c'est toujours avec des termes de musique, des morceaux de nature. Plus le tableau est grand, c'est comme si c'était une symphonie. Mais dedans, avec tellement que la matière, elle est riche, cette matière onctueuse comme ça, c'est cette harmonie de couleurs avec des richesses, on ressent le pinceau, et cette onctuosité, ce côté affectif. Il s'est dit, tiens, ça ne sert à rien de raconter trop d'histoires, de faire un sujet avec trop de choses, je préfère rester. Et le sujet, c'est quoi? C'est l'âme. Cette matière, elle vient de mon cœur. Je vais transmettre ça, ce sera le sujet. Alors il fait un ciel, une terre tortueuse avec une matière, et ça suffit. Un beau dégradé, une dominante de couleur, bleuté, jaunâtre, jaune citron, et ça touche. Il y a un format, et hop, et le spectateur est conquis. Vous voyez, ça dépend de l'artiste, ça dépend de ce qu'il veut dire. Il n'y a pas d'explication, en fait. Parfois, il n'y a pas de matière, il y a beaucoup de choses, et la mission de l'artiste, elle est équivalente en sensation. Et dans votre peinture, comment attirez-vous l'attention du spectateur? Moi, je joue sur deux registres. Je joue sur le sujet un peu mystique, spirituel. Pour moi, j'ai un sujet un peu oratorio, un peu requiem. Toujours ces formes, ces femmes, ces hommes qui marchent dans la nuit ou dans des huis clos, etc. Donc ça c'est ma ligne, mon cap. En clair-obscur. Là, ça, pareil, il y a des gens qui regardent, ils restent. Moi, mon but, c'est que les gens puissent rester se poser des questions, rester à regarder mon œuvre, au moins qui aiment. Et je joue sur une matière aussi. Donc, il y a la matière, cette onctuosité. Cette onctuosité, elle est affective. Oui. Parce que, vous savez, quand on a faim, on va à la cantine, et le serveur qui sert comme ça la purée, il en met peut-être l'autre au voisin, on se rend compte quand il en a plus,
Et nous, on en a moins, ou nous, on a plus. On se rend compte de tout. Quand on verse le champagne, si c'est pas équilibré à l'un à l'autre, on regarde toujours ce que. C'est lui, il a plus de champagne que nous. Vous voyez? Et c'est quoi? C'est la matière, tout ça. Et une œuvre, quand tu la mets généreusement, on sait très bien l'impact. Même si je fais un exemple extrême, mais on est conscient de la matière, de ce qui est la matière liquide ou la matière colorée, en fait. Donc moi, quand je mets de la matière, c'est pour un impact particulier, c'est donner de la générosité. La générosité, c'est remplir l'assiette, c'est remplir le verre, c'est remplir de mots, c'est donner de la joie à l'autre, etc. La générosité. Et ma joie, moi, c'est de mettre une matière, mettre une belle harmonie avec plein de teintes dedans. C'est ça, c'est remplir. Oui. Est-ce que c'est un avantage? Vous fabriquez vos couleurs, hein, je crois. Pardon? Vous fabriquez vos couleurs. Oui, moi je fabrique des pigments, etc. Vous n'achetez pas la peinture toute faite. Non, je fabrique mes couleurs. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour que j'ai plus de joie à transmettre. Voilà. Pour l'aimer encore plus. C'est tout bête, en fait. Je m'approprie la couleur. Si je la sors du tube, je la connais pas. Bon, on fait connaissance. Mais quand je la fabrique comme ça, j'ai plus matière à l'aimer, à faire connaissance et à la restituer, quoi. C'est vraiment déjà un premier pas de générosité. La peinture exige de la générosité. Un artiste doit être généreux. Pour moi, c'est mes artistes préférés. C'est tous ces artistes qui sont un peu généreux, on n'est pas dans les mots, on est dans le gestuel, on est dans l'affect, on est dans la générosité de la matière, des formes, de l'harmonie des couleurs. Il n'y a pas de règles. Quand on n'a plus de règles, c'est là que le spectateur est conquis, en fait. Plus une œuvre, il n'y a rien. Moi, alors il y a des artistes où il n'y a pas de choses dedans, très peu de choses. Mais on s'ennuie, c'est froid. La mission de l'artiste sa mission doit conquérir l'espace. C'est lui qui décide de l'espace. C'est quoi? Il fait une exposition, il montre un tableau, l'espace du champ visuel du spectateur. Soit un sculpteur, soit un chef d'orchestre ou des musiciens. L'espace, c'est comme un feu de cheminée. Tu peux être n'importe où dans une pièce, un feu de cheminée, tu vas la regarder. Et c'est ça la mission de l'artiste. C'est d'être, qu'il soit sur la scène principale du champ visuel de celui qui regarde. Dans la sensation, dans tout ça. Et après, il faut laisser agir la mémoire des spectateurs, etc. Et au niveau des couleurs, est-ce que vous essayez de représenter des couleurs qui sont dans la nature, ou bien peut-être que toutes les couleurs sont dans la nature, mais est-ce que c'est une représentation exacte, ou bien c'est votre représentation? C'est une très bonne question. Pareil, pour un artiste, il n'y a pas vraiment de règles. On peut avoir des feuillages rougeâtres ou jaunes, ou ils ne sont pas spécifiquement verts. Ça dépend les rapports avec elles, en fait. Le but, c'est dans la forme, on comprenne que c'est des arbres, en fait. Après, on peut faire les couleurs qu'on veut. Vous voyez, la période fauve des peintres comme Matisse, Derain, Bonnard, Vuillard, Signac. Ils ont osé plein de choses. Donc, parfois, le feuillage était violette, en fait. Mais il y avait des rapports. Le ciel était rouge. L'harmonie, l'harmonie des couleurs. Ce qui compte, ils ont essayé de faire au mieux leur harmonie, en fait. Il y avait le clair-obscur, il y avait les dégradés de couleurs, peu importe la couleur du sujet. C'est ça, c'est les rapports entre couleurs qui doivent... Oui. Le sous-jacent était présent. Sous-jacent. Oui. Les fondamentaux étaient là. Les dégradés, la composition des formes, les rapports des formes, etc. Et une peinture, il faut qu'elle soit riche. Quand on essaie de la déchiffrer, il faut qu'il y ait quelque chose à minimum, quoi. Ou le contraire, et il a gagné son pari. Mais en général, plus il y a des choses, plus c'est une richesse de matière,
de couleurs, des formes, c'est un grand tableau. Et quand on regarde le radeau de la Méduse de Géricault, les vagues, c'était des formes triangulaires. Tout le radeau était triangulaire. Le triangle était présent, la forme pyramidale des formes, des corps chevauchés l'un l'autre. Oui. Et le triangle, on retrouvait le triangle sur chaque parcelle du tableau. C'était l'harmonie des rapports des formes. Vous voyez ce que je... Bien, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Carl Philipp Emanuel Bach et un extrait de son Magnificat. Quelques mots peut-être sur Carl Philipp Emanuel Bach. Oui, Carl Philipp Emanuel Bach, c'était un... J'aime beaucoup Carl Philipp Emanuel Bach parce qu'en fait, il a amené énormément à la modernité de la symphonie. Ses phrases musicaux étaient d'une modernité absolue dans les rythmes, etc. Il n'avait pas du tout... Il avait conscience de ce qu'il faisait. Et, vous savez, quand on avait un père qui s'appelait Jean-Sébastien Bach, il fallait être bon, parce qu'il exigeait. Et il y a une anecdote de Jean-Sébastien Bach, quand il étudiait, son père était malade, il était au lit, il est en train de répéter à son fils. Et il a fait jouer une mauvaise note, il s'est levé, fatigué, crevé, il s'est levé, il a foutu une baffe, il était trempé, il est reparti au lit. Il y avait une exigence absolue dans la maison, en fait. Bon, il avait 3 frères qui étaient musiciens de haut niveau. Et dans la particularité de Emmanuel Bach, c'est qu'il était très intelligent, c'était un surdoué. C'est-à-dire que à l'époque, ils étaient doués, mais lui, il avait déjà il était surdoué par rapport à l'équivalent de Mozart. Donc, il a créé beaucoup d'œuvres. Il a inventé beaucoup de choses différentes, des rythmes différents. Il s'est démarqué de son père. Et il a fait des pièces somptueuses, les symphonies, le concerto pour violoncelle, d'ailleurs, je crois que... Oui, on l'écoutera pour terminer, d'ailleurs, cette émission. D'une toute beauté, et d'un rythme... il a donné naissance à la période romantique, en fait. Il était très admiré par Haydn, Mozart et Beethoven, hein, donc voilà. Ah oui. On va écouter... Ça ne m'étonne pas, parce que je peux comprendre, parce qu'il était inventif par rapport à l'époque, quoi. C'était un extrait du Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, un choix de notre invité David Daoud, avec qui nous continuons à parler de composition et d'harmonie. Alors, si on fait des parallèles avec la musique, pour l'harmonie et la composition, la musique se situe dans la durée, mais comment est-ce que dans un tableau, on peut rendre cette durée ? C'est-à-dire Est-ce que c'est la même chose ? Il y a cette notion de durée qui est absente dans la peinture. Ah, la notion du temps, c'est-à-dire la symphonie. La notion du temps, oui. Le temps de la symphonie ou le... En fait, la musique, le rapport au temps pour une symphonie, pour le spectateur, elle est destinée à lui. Oui. Et la peinture, il n'y a pas le rapport de temps en peinture comme la symphonie. Parce que une symphonie ou une musique, elle est destinée à lui pour la sensation du temps et le souvenir. Tandis qu'une peinture, elle est destinée à l'image, au regard, à la sensation de l'instant. Donc la peinture se consomme dans l'instant et le souvenir revient après. Oui. Et la symphonie se déguste. Dans le temps. Dans le temps, même dans l'instant, mais se déguste au fil du temps qui passe. Oui. Donc la peinture, elle se déguste pas, elle se consomme. C'est ça la différence. Oui. Alors, c'est une très bonne question parce qu'on me posait souvent cette question-là, le rapport au temps en musique par rapport à la peinture, comment l'expliquer. C'est souvent... l'artiste peut l'expliquer dans le sens où il peut faire en fait... L'échelle d'un tableau dans une composition, un grand format peut jouer sur le rapport du temps. Plus le tableau est grand, plus le spectateur il ressent beaucoup de choses. Amsel Kiefer, il en a joué. C'est qu'en fait une œuvre comme Amsel Kiefer, il a gagné son pari.
le fait de rester longuement devant une œuvre, parce que ça intéresse les spectateurs, il a gagné son pari. Le but pour un somme qui faire, c'est de rester, qu'un spectateur puisse rester dans son œuvre le plus possible. C'est-à-dire que comment faire autrement devant des œuvres avec de la telle matière, avec une telle grandeur, qu'un spectateur, on ne peut pas regarder comme ça une œuvre en 2 minutes dans un qui se fait en fait. Donc le rapport au temps est présent et donc il a réussi son pari. Voilà. Mais beaucoup d'artistes ne pensent pas vraiment à ça. C'est la beauté en fait. Le but d'une œuvre visuelle, c'est la mémoire, c'est ce qu'elle va dégager plus tard. C'est d'enrichir la mémoire du spectateur, ce qui touche en fait, ce qui a touché ce que le spectateur a été ému. Voilà. Ouais. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on peut avoir une émotion dans l'instant, dans un tableau, et après, plus tard, cette émotion, elle restera sur le long terme. En musique, on peut avoir... l'émotion, elle se grandit au fur et à mesure de la symphonie ou de ce qu'on écoute, en fait. Mais je pense que visuellement, c'est la couleur qui domine que le son, en fait. On peut plus facilement regarder en mémoire un tableau qu'une symphonie, on a tendance à oublier. Oui. C'est qu'on peut la garder en 2-3 jours, après on peut penser à autre chose. Mais le tableau peut rester. L'image, pourquoi? Parce que naturellement, quand on est dans la nature, quand on regarde, on est toujours lié à des couleurs. Oui. Et du coup, on a toujours des images, des flashs comme ça. Et on peut introduire notre tableau plus ou moins à chaque fois qu'on vit dans le quotidien. On peut imaginer des tableaux, etc. Oui, oui. Alors, votre actualité, c'est un livre en préparation? Alors, actuellement, on a créé une association avec une équipe. Les associations des amis de David Daoud. Voilà, oui. Donc, c'est une association que j'ai créée avec des amis proches. Alors, cette idée d'association, elle a germé depuis des années, mais ça n'a pas été plus ou moins abouti. Il a fallu des personnes très proches auxquelles j'y crois, etc., ont placé leur première pierre. En fait, il fallait que des gens qui puissent placer des pierres. Et ça a donné naissance à l'association Les Amis de David Daoud, qu'on peut cliquer, on peut chercher sur Internet, chez Allo Asso. Et le but, c'est de promouvoir mon travail, qu'il y ait des choses, que mon travail puisse évoluer en collaboration avec des amateurs d'art, des collectionneurs, voilà, ceux qui aiment la peinture. On n'a pas, peu importe si on aime l'art ou non, mais voilà, même s'ils sont néophytes ou non, mais on peut plus ou moins, s'ils veulent me soutenir, s'ils aiment mon travail, donc n'hésitez pas. Ça me toucherait qu'il y ait beaucoup de monde, en fait, de partager ça. Voilà. Donc on retrouve ça dans Allo Asso, Les Amis de David Daoud. Les Amis de David Daoud, et vous pouvez adhérer à l'association. Voilà, Facebook, etc., Instagram, vous pouvez adhérer et partager. Voilà, partager, oui. Alors, une des réalisations, ce sera un livre de ces Amis de David Daoud. En même temps, on a un projet de livre qui va se construire, un livre très de haut de gamme, de qualité, et c'est l'histoire de ma vie. Et de mon parcours artistique et de mon cap artistique. Et c'est un livre qui est vraiment très attendu et c'est un livre qui, pareil, avec une équipe qui sont très chères à moi, qui participent avec des photos de ma vie, des références, pourquoi ce style, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à ce style-là par rapport à tout mon historique, ma vie. Oui. Parce que moi, j'ai subi l'exode du Liban, je suis arrivé en France, j'ai gravi les échelons, etc. Donc, il y a tout ça et toute ma peinture va exprimer cela. En fait, toute ma peinture évolue et
une partie de ma peinture sera vraiment elle sera un peu, elle va orner le livre en fait, avec des explications, avec des photos de moi, des archives, etc. Ah oui, Voilà. oui. Donc c'est un livre qui est prévu pour la rentrée prochaine, Oui. septembre-octobre prochain. Voilà. Alors n'hésitez pas, vous pouvez adhérer à l'association des amis de Voilà, David donc Daoud. l'association va faire en sorte va mettre en valeur ce livre, va me soutenir. Voilà. Il me reste à vous remercier, David Daoud, pour le partage de votre peinture, de votre musique. Et puis, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu. Donc, voilà. À bientôt, alors. À bientôt. Alors, j'essaie de mettre des clés pour l'auditeur sur l'art. Et voilà. grâce à vous, merci de cette invitation. Merci aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on termine avec Carl Philipp Emanuel Bach et son concerto pour violoncelle en la mineur.